Bonjour à tous et à toutes, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo qui fait en quelque sorte un peu suite à la vidéo sur la sainte honte et la honte toxique que j'ai produite il y a quelques mois. Le sujet que j'avais envie de partager avec vous est cette voix que nous entendons régulièrement, qui est une voix souvent désagréable, qui apparaît lorsque nous avons fait une action ou dit quelque chose ou eu un comportement et qui vient porter une critique, un jugement sur ce que nous venons de dire ou de faire. Je pense que vous voyez tout à fait ce que je suis en train de dire. Cette voix qui apparaît soudainement comme ça, quelques secondes, quelques minutes après notre action, notre propos, ou parfois plusieurs heures après, elle peut même nous réveiller au milieu de la nuit pour nous faire un rapport sur ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, ce que nous aurions dû faire, comment nous aurions dû nous comporter. Cette voix vient d'une partie de nous, d'une sous-personnalité, d'une part de nous-mêmes que je vais appeler le critique intérieur. De l'autre côté de cette médaille, en polarité avec ce critique intérieur, existe un juge, ce que je vais appeler un juge, c'est-à-dire une part de moi qui va avoir tendance à juger et à critiquer les autres, les personnes extérieures à moi-même. Chez certains individus, on a ces deux parts qui sont bien présentes. Je me critique beaucoup et je critique les autres. Chez certains individus, on va avoir une tendance plus forte à se critiquer soi-même ou à se comparer avec les autres. Et chez d'autres individus, on va avoir plutôt tendance à juger fortement les autres. Mon propos d'aujourd'hui va porter plus spécifiquement sur le critique intérieur. Donc il est cette voix qui nous dit tu n'as pas été à la hauteur, le problème avec toi c'est que tu en dis toujours trop, tu n'as pas su te tenir, tu vois bien que s'il est mal c'est à cause de toi, tu es trop grosse, trop laide, tu cours pas assez vite, tu es pas assez performant au travail, etc., etc. Donc c'est tous ces jugements, ces critiques qui sont là. Et chez certaines personnes, vraiment, moi je vois ça en consultation, ça peut être source de dépression profonde, de maux de tête, de maux de dos, d'une fatigue extrême et vraiment d'un moral au plus bas, parce que cette voix, on ne sait pas comment la faire arrêter. Et le propos de cette vidéo, c'est comment je peux accueillir ce critique intérieur, comment je peux le transformer. La première chose, c'est de le connaître, ce critique intérieur. Alors lui, il me connaît très très bien, hein, il connaît mes zones d'ombre, il va vraiment appuyer là-dessus, il connaît ce que je peux faire correctement ou bien, et surtout il sait, voilà, hein, il sait bien m'observer et il va vraiment appuyer dès la moindre défaillance. Ce critique intérieur, comment il se construit? Il se construit dans l'enfance. C'est pour ça qu'il est très puissant, c'est parce qu'il est déjà bien présent quand on est enfant. Si vous avez eu des parents qui vous ont, ou des éducateurs qui vous ont beaucoup critiqué, beaucoup dévalorisé, vous avez aujourd'hui de grandes chances ou de grands risques d'avoir un critique intérieur très fort. Donc le critique intérieur, il ne vient pas par hasard. Il vient parce qu'il s'est formaté dans l'enfance et on verra pourquoi, à quoi il sert. Donc déjà, une famille qui m'a beaucoup critiqué, qui m'a beaucoup jugé, qui ne m'a jamais valorisé. Alors, parfois, quand je parle avec certains individus qui ont des critiques intérieures très fortes, ils me disent non, en fait, on me disait pas que j'étais nulle, que je servais à rien ou que j'étais moche, mais on me disait pas non plus que j'étais formidable, que j'étais beau ou belle et que ce que je venais de faire c'était magnifique. Donc vous voyez, ce n'est pas
seulement un milieu familial qui m'a critiqué ou fortement dévalorisé, c'est aussi des parents ou des éducateurs qui ne m'ont pas valorisé, hein, qui ne m'ont pas encouragé, qui ne m'ont pas mise en valeur. La deuxième chose qui va être importante dans la construction de mon critique intérieur, c'est, dont j'en parlais tout à l'heure, c'est les jugements qu'ont eu ma famille ou les personnes qui m'ont éduqué, qui m'ont élevé. Ça peut être les grands-parents, ça peut être la famille quand elle se réunissait. Vous voyez, dans les repas de famille, comment on parlait des autres. Comment on parlait des autres, la manière de comment ils fonctionnaient socialement, comment ils s'habillaient. Qu'est-ce qui était dénigré chez les autres, leurs idées politiques. Celui-ci était socialiste, celui-ci était communiste. On critiquait les gens de droite, les gens de gauche, les catholiques, les protestants, les musulmans. On critiquait les riches, les pauvres, les ouvriers, les bourgeois. Vous voyez, tout ce que vous avez pu entendre sur comment les êtres qui étaient importants pour vous, quelles étaient leurs valeurs et comment ils jugeaient et critiquaient les autres. Ça veut dire que pour la petite fille que j'étais ou pour le petit enfant que j'étais, ça disait quoi dans ma tête? Ça disait, faut surtout pas que je ressemble à cela. Parce que si je ressemble à cela, moi-même on va me critiquer ou peut-être même on va me refuser mon droit d'appartenance à cette famille. Donc c'est comme ça que petit à petit, ces voix parentales, ces voix familiales, et plus tard on verra bien sûr les voix de notre société, parce que si vous prenez une population en Afrique ou en Amérique du Sud, dans des populations plus tribales par exemple, vous allez voir que leur critique intérieure peut être très différente d'une autre. Parce que les valeurs qui ont été véhiculées dans l'enfance de ces individus ne vont pas être les mêmes que nos valeurs à nous d'occidentaux, par exemple. Donc mon critique, il se construit à partir de ce qu'on m'a dit ou ce qu'on ne m'a jamais dit, de ce qu'on a dit sur les autres et de ce que la société dit en général. Quels sont les critères de beauté, par exemple, qui sont véhiculés dans notre société, et est-ce que je porte ces critères de beauté? Est-ce que je ressemble à ce que la société aime comme aspect physique? Et si je ne ressemble pas, mon critique intérieur, quand il n'est pas conscientisé, quand il n'est pas travaillé, il ne va pas me rater. Il ne va pas me rater. Pourquoi? Vous allez voir, on va comprendre ces raisons profondes. Donc déjà, j'imagine comment mon critique il s'est forgé. Comment à l'intérieur de moi, j'ai petit à petit intégré ces voix extérieures, ces voix de ces adultes. Comment ce critique, il est apparu petit à petit, il s'est construit, et devenu adulte, je me suis éloignée de ma famille, mais j'ai emporté sous le bras mon critique avec moi, et vous l'avez bien compris, ce critique, il continue à fonctionner comme si j'étais toujours dans mon creuset familial. C'est-à-dire que si par exemple, dans ma famille, on dénigrait les femmes qui mettaient une jupe courte, on pouvait les assimiler à des femmes de mauvaise vie, ou on n'aimait pas les gens qui parlaient fort. Si tout d'un coup, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une tenue un peu courte ou excentrique, ça me fait envie, je le vois dans une vitrine, j'ai envie de l'acheter, et hop, je peux avoir tout de suite cette voix de mon critique intérieur qui va me dire, mais tu te prends pour qui? Tu vas ressembler à quoi avec ça? Il va pas forcément me dire, rappelle-toi, dans ta famille, on disait si, non, il va tout de suite me dire, mais tu vas ressembler à quoi? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Déjà que tu es pas très belle, il faut mieux que tu caches tes formes, vous voyez.
Ou bien, qu'est-ce qui te prend de parler fort comme ça? Donc, mon critique, il est resté bloqué dans mon enfance, dans les valeurs qui étaient celles de ma famille, de mon creuset familial, des gens qui m'entouraient dans mon enfance. Il ne voit pas qu'aujourd'hui, je vais avoir peut-être un partenaire ou une partenaire qui aime bien que je m'habille d'une manière excentrique, que je montre mes formes. Il va pas imaginer que je peux avoir des amis aujourd'hui qui parlent fort et qui aiment quand je parle fort, quand j'exprime, quand je montre mes émotions. Qu'est-ce qui lui arrive à ce critique? Pourquoi il me maltraite comme ça? Mon critique intérieur, c'est un chien de garde qui, au fond, veut faire tellement bien son travail qu'à un moment, il me laisse plus sortir de la maison. C'est-à-dire qu'il aboie plus sur les gens qui viennent et qui frappent à la porte et qui pourraient être des bandits ou des voleurs ou des gens qui pourraient m'agresser. Non, il aboie pour un rien et surtout, il s'est retourné et il aboie contre moi et il m'empêche de sortir. Et vous l'avez bien remarqué, hein, selon le type de critique intérieure que vous allez avoir, hein, c'est-à-dire que les critiques intérieures sont relativement similaires hein, en général pour une même population, mais ils ont leurs petites caractéristiques et ils peuvent nous comparer. Et surtout, ils vont porter sur une partie de nous, sur des valeurs qui nous sont importantes. C'est-à-dire que mon critique intérieur me connaît. S'il sait que c'est important pour moi le développement personnel, il va cibler là-dessus, il va tabler là-dessus. C'est-à-dire qu'il est peut-être en train de vous dire « Mais tu regardes encore des vidéos? Après tous les séminaires que tu as faits? Après le nombre de livres qu'il y a sur l'étagère? Tu es un cas désespéré. Ça ne sert à rien que tu regardes cette vidéo. De toute manière, je serai toujours là. Et de toute manière, tu n'avanceras pas dans ta vie. Tu me l'as déjà montré. Tout ce que tu as fait, ça n'a rien servi. Vous voyez, votre critique, il va cibler sur vos centres d'intérêt. Si le développement personnel, ce n'est pas votre centre d'intérêt, est important, un centre important pour vous, il ne va pas tabler là-dessus. Il va peut-être voir que pour vous, ce qui va être important, c'est d'être un bon papa et une bonne maman. Hein? Donc, il va plutôt porter là-dessus. Hein? Et vous avez décidé de sortir, de laisser vos enfants peut-être à vos parents ou à vos frères et sœurs, et vous avez envie de vous offrir une soirée en amoureux, et lui, il va tabler là-dessus. Quel genre de mère es-tu? Quel genre de père es-tu? Tu sors et tu laisses tes enfants alors que le petit dernier n'était pas très bien, tu aurais dû rester à la maison. Le problème avec toi, c'est que tes enfants ne sont pas la priorité, etc., etc. Ça veut dire que parfois, certaines personnes confondent leur critique intérieure, par exemple avec une part spirituelle, en disant j'ai une personnalité, j'ai une sous-personnalité spirituelle qui ne me laisse pas en paix. Hein. Elle ne veut pas que je sois violente. Si je crie un petit peu trop fort, elle va me dire que je ne suis pas spirituelle. Si je ne suis pas gentille avec tout le monde, elle dit que je ne suis pas assez spirituelle. Non, ce n'est pas une part spirituelle. J'aimerais vraiment, si je peux me permettre, vous soulager de ce poids. Ce n'est pas une part spirituelle, c'est un critique intérieur qui voit que pour vous, la spiritualité est importante et il va tabler là-dessus. Ok ? Je reviens à mon critique. Selon votre critique, sa virulence, et puis selon votre état aussi, hein, vous allez voir que en général, on a deux réponses possibles à son critique intérieur. Soit on se bloque, c'est-à-dire que vous imaginez, hein, je vais vous donner un exemple, on parle de critique culinaire, hein, vous avez un critique culinaire qui rentre dans votre restaurant et puis il va faire un rapport sur ce qu'il a mangé, les goûts, les saveurs,
le service, la qualité du service, la rapidité, etc. Il va faire un rapport et il va vous remettre ce rapport. On va dire que ce rapport est très critique. Le restaurateur, il va y avoir deux types de restaurateurs. Vous avez des restaurateurs qui vont fermer tout de suite le restaurant. C'est-à-dire que ça va tellement les impacter que ça va bloquer toute action. Et puis vous avez des restaurateurs qui vont démultiplier leurs heures de travail, qui vont se mettre, on va dire, ils vont aller chercher leur activiste, leur part activiste, et ils vont se mettre à travailler 15-18 heures par jour. Ils vont employer un nouveau chef, ils vont tout refaire le menu, ils vont aller chercher les meilleurs légumes, les meilleures viandes, et puis le critique va revenir, et puis tout d'un coup le critique il va plus du tout s'intéresser à ce qui s'était intéressé la dernière fois, il va pas noter que vous avez changé la carte, que vous avez que votre purée de pommes de terre elle est délicieuse parce que vous avez été chercher les meilleures pommes de terre. Non, lui par exemple il va se focaliser tout d'un coup sur le mobilier, et il va faire un nouveau rapport en disant dans ce restaurant le problème c'est qu'on est très mal assis. Alors oui, on mange bien, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'on est mal assis? Et puis la décoration, elle est vraiment nulle. Et qu'est-ce que vous faites? Vous recevez ce nouveau rapport, et puis vous dites, mais c'est pas possible. Tous les efforts que j'ai faits. Et maintenant, c'est la mobilier. Alors vous vous mettez, soit vous vous dites, bon là, je ferme le restaurant, ou bien vous vous mettez à changer le mobilier. Et puis, je pourrais continuer comme ça, c'est-à-dire que votre critique, il n'est jamais satisfait. Parce que lui, au fond, il est inquiet, il a une profonde inquiétude. Donc, il va voir que ce qui ne va pas. Quand il n'est pas conscientisé, il va voir que ce qui ne va pas. Il ne va pas voir tous les efforts, toutes les améliorations. Il ne va pas voir d'où vous êtes parti dans votre développement personnel et où vous êtes arrivé. Il va juste voir que les autres, peut-être dans son idée, sont beaucoup plus loin que vous et que vous n'êtes pas encore là. Il va noter ce qui ne va pas. Vous voyez, notre critique intérieure, on dit il a une vision qui est rétrécie. Alors, pourquoi notre critique se comporte comme ça? Pourquoi, alors qu'il est au départ quelqu'un qui est là, et je vais expliquer pourquoi, pour me protéger, pourquoi tout d'un coup il s'est retourné contre moi et il m'enferme et il m'empêche de créer du lien? Vous avez des personnes qui ont un critique intérieur tellement fort qu'elles ne préfèrent ne pas avoir de lien avec les autres que d'avoir à gérer cette voix tellement forte qui apparaît, qu'elles me disent, mais voilà, je préfère pas aller à cette rencontre avec les amis parce que je sais que quand je vais revenir, je vais avoir une espèce de discours à l'intérieur de moi qui va me dire « tu as pas fait ça et regarde lui, il était plus intelligent que toi et regarde elle était mieux habillée et regarde là tu as fait une grosse gaffe, regarde celui-ci il a eu l'air de pas du tout apprécier ta blague ». Donc il y a des personnes qui me disent « mais je préfère rester à la maison ». Et petit à petit, mon critique intérieur, il me coupe de toute relation. Parce que le critique, il est effrayé quand je suis dans la relation. C'est ça qui va l'effrayer. Si je suis toute seule sur une île déserte, j'ai grande chance que mon critique intérieur, au bout de quelque temps, il va complètement disparaître. Donc le critique intérieur, il est fragilisé quand je suis en lien avec l'autre. Ok ? Il est fragilisé quand je parle en public. Il est fragilisé quand je vais me mettre à vouloir changer, à vouloir être différente. Tout ça, ça va le fragiliser. Mon critique intérieur va me toucher plus fortement quand je suis dans des périodes de vulnérabilité, quand je suis fatiguée, quand je viens de vivre un deuil, une séparation. Donc vous allez pouvoir aussi repérer à quel moment de la journée mon critique est plus fort, dans quel état je suis à ce moment-là. Et surtout, on va aller repérer qu'est-ce qui
inquiète mon critique intérieur. Quelle est sa fonction, hein? J'en ai parlé, je l'ai comparé à un chien de garde. Hein. Le critique, au départ, même quand je suis enfant, il est là pour me protéger. C'est-à-dire que lui, il va commencer à me dire des choses sur moi-même, pas gentilles, hein, parce que quand papa ou maman ou les éducateurs vont me dire ces choses-là, si déjà je me les suis dites à moi-même, ça va être moins douloureux. Donc mon critique, il va petit à petit me construire une espèce de paravent ou de bouclier qui aurait des petits pics à l'intérieur, hein, et ça ferait toujours un petit peu mal, d'accord? Ça ferait toujours un petit peu mal. Et puis tout d'un coup, quand je recevrais un coup, comme j'ai toujours un tout petit peu mal, ce coup-là, je le connais, voilà, je suis capable de me le donner à moi-même. Ça sera moins violent, ça sera moins fort. Donc il a déjà cette fonction de faire paravent avec les critiques. Il me prépare déjà à ce qu'on va me dire. Et puis l'autre fonction qu'il a, c'est de veiller à ce que je corresponde bien aux codes qui me permettent d'appartenir à mon groupe d'appartenance. Donc, selon les valeurs avec lesquelles j'ai grandi, lui, il continue à fonctionner comme ça. Il ne faut pas s'habiller d'une manière excentrique, il ne faut pas parler fort, mais il oublie vraiment de me ramener ici et maintenant. Donc, ce critique, à la base, il veut que je souffre moins et il veut que je sois aimée, il veut que je puisse continuer à appartenir à mon groupe d'amis. Le problème, c'est qu'il est bloqué dans l'enfance et qu'il ne voit pas, qu'aujourd'hui, mes amis, j'ai d'autres valeurs qui n'ont rien à voir avec les valeurs de ma famille et que je ne suis plus en danger. Au contraire, les gens vont aimer quand je suis vulnérable, quand je suis authentique, quand j'exprime mes émotions, quand je change, quand je me trompe. Au travail, bien sûr, le critique va être très très fort parce qu'il a peur que je perde mon travail. Il est un peu catastrophique dans sa vision. Il pense que si je perds mon travail, ça va être terrible, je pourrai plus payer mon loyer. Vous avez des critiques, quand je discute avec eux, ils ont une vision dramatique de la situation. Ils pensent que si ma consultante, mon consultant n'agit pas d'une certaine manière et que lui, il est là pour les rappeler à l'ordre, on pourrait les licencier, ils perdraient leur voiture, leur maison, ils pourraient même finir sous un pont, vous voyez. Donc, le critique, il est là d'une certaine manière pour nous protéger. Mais on pourrait dire qu'il n'a pas une vision lucide, il n'a pas une vision présente des choses. Alors, donc là, j'ai un petit peu expliqué comment le critique prend naissance, à quoi il sert, à quoi il nous a servi dans l'enfance, puis comment, là, tout d'un coup, il continue à aboyer très très fort pour la moindre personne qui effleure notre portail, notre petit portillon du jardin. Comment on va s'en occuper de ce critique? La première chose à laquelle j'ai envie de vous inviter, c'est déjà de reconnaître que c'est une part de vous, que ce n'est pas tout vous. Parce que quand je n'arrive pas à différencier que c'est une part de moi, je me déteste encore plus d'être ce que je suis. Donc j'aggrave encore plus mon critique. Quand je suis capable, et parfois en consultation je le fais dessiner ou je demande aux personnes de lui donner un nom, quand je suis capable déjà de prendre du recul par rapport à mon critique, de voir que c'est une part de moi qui ressemble à la voix de papa, qui ressemble à ce que disait maman, qui a les mêmes préoccupations que mon grand-père ou ma grand-mère, déjà ça me permet de prendre du recul par rapport à lui.
Ok? La deuxième chose, c'est de ne pas me focaliser sur ce qu'il est en train de me dire, de dire sur moi-même ou sur ce que je viens de faire, mais c'est porter une attention à ce qui l'inquiète. C'est-à-dire que avant de dire tout ce qu'il va me dire, avant tout ça, il a eu une inquiétude, il a une peur. Et mon attention va être portée sur cette peur. Qu'est-ce qui t'inquiète là? Pourquoi tu es en train de me dire ça? Est-ce que tu aurais peur que, parce que j'ai fait cette remarque à mon employeur, est-ce que tu aurais peur qu'il me licencie? Est-ce que, parce que j'ai été à cette soirée et tu m'as comparé à une autre personne, est-ce que tu as peur que mes amis ne m'aiment plus? Donc vous voyez, je vais pas porter mon attention sur ce qu'il dit sur moi, mais je vais porter mon attention sur ce qu'il peut ressentir, sur son inquiétude, sur sa peur. Parfois, cette peur et cette inquiétude, en effet, elle est justifiée. Et parfois, elle est complètement à côté de la plaque. Elle est en rapport avec ce que j'ai vécu dans mon enfance. Mais c'est à moi, à la personne que je suis aujourd'hui, d'être capable de porter un discernement sur l'inquiétude de mon critique intérieur. Oui, tu as raison. Là, en ce moment, je ne peux pas me permettre d'être désagréable avec mon employeur parce qu'il a licencié plusieurs personnes. Et là, en ce moment, on ne pourrait pas se permettre ça. Donc, merci de me rappeler d'une certaine manière que peut-être certaines choses, je dois les garder pour moi. Mais ça n'a rien à voir avec moi, avec ce que je suis. Ça a à voir avec la situation. Et puis là, par rapport avec les amis, mais non, regarde, j'en ai parlé avec les amis, hein, et ils adorent mes blagues, même s'ils rigolent pas toujours, ils aiment bien comment je suis, et regarde, moi aussi, j'ai envie que mes amis ils se sentent à l'aise. Donc vous voyez, c'est à moi à un moment de porter un discernement. Si je reviens à mon exemple du restaurateur, est-ce que vraiment le mobilier, il est nul? Et si je ne suis pas sûre de mon avis, je peux demander à quelques amis, qu'est-ce que vous pensez du mobilier de mon restaurant? Et je me fais une idée par moi-même. D'accord? Donc, je comprends l'inquiétude, j'entends l'inquiétude et la peur de mon critique intérieur, j'évalue cette inquiétude et cette peur. Et le cas échéant, je le remercie de m'avoir informé qu'il y avait peut-être un risque, un danger. Et si cette peur n'est pas justifiée, ben je vais lui expliquer, hein, je vais lui donner des arguments, je vais le ramener ici et maintenant. Et si cette peur était vraiment justifiée, ben je vais m'en occuper. Hein. Ça veut dire que mon critique intérieur, l'idée, c'est pas qu'il disparaisse. Cette voix, l'idée, c'est pas qu'elle disparaisse. C'est quand elle est là, tiens, je lui porte une attention. Je suis plus démunie, complètement effondrée par cette voix. Non, je lui porte une attention. Je deviens plus grande qu'elle. Et j'essaye de comprendre pourquoi elle est arrivée là, cette voix, ces mots-là. Et vous allez voir que petit à petit, votre critique, il va vous faire passer des messages, mais d'une manière beaucoup moins virulente. Parce qu'au fond, ce critique, c'est un sacré allié. Il me connaît parfaitement. C'est un grand observateur. Hein, il est capable, voilà, hein, quand on fait une conférence, par exemple, il est capable de repérer les personnes qui écoutent, il voit tout, il est vraiment un sacré allié. Et si on arrive à le conscientiser, si on arrive à le ramener dans le présent, il va devenir comme un coach.
C'est-à-dire qu'il va pouvoir me dire, oui, là, tu es en train un peu de t'endormir, il faudrait que tu te réveilles, oui, là, quand même, tu pourrais t'améliorer. Mais voyez, il va viser mon amélioration, il va viser mon grandissement. Il va plus viser mon écrasement. Ça serait comme un bon parent qui verrait l'enfant et qui lui dirait, oui, c'est chouette, vraiment, là, tu as fait un dessin magnifique. Est-ce que tu serais d'accord que je te montre là comment on regarde? Tu vois, les petits oiseaux là, regarde, je vais te montrer une manière de les faire encore plus ressemblants à ce qu'ils sont dans la réalité. Vous voyez, ça pourrait devenir ça un critique. Ça pourrait devenir un bon parent, un coach qui m'aide à progresser, à m'améliorer, qui devient un allié dans ce que je veux devenir dans ma vie, dans mon évolution. Et à ce moment-là, il peut être vraiment à côté de moi, comme un bon conseiller, comme le conseiller du roi, comme le conseiller de la reine. Je vous remercie de tout cœur de votre écoute. J'espère que ça pourra vous aider à gérer cette voix qui vient, qui survient comme ça, et à en faire un véritable allié. Je vous souhaite vraiment du bon temps et prenez bien soin de vous.